On a tendance à toujours penser que chaque cycle est très différent des autres et qu'il n'a rien à voir avec les précédents cycles. Et c'est vrai, ce cycle est différent. Les altcoins ne se sont jamais autant fait démonter pendant une période de bull run que maintenant. On a un ATH avant le halving et un deuxième ATH au bout de 3 ans, donc est-ce que la temporalité est cassée? On a les institutionnels, on a un schéma qui est très différent. Mais en faisant quelques recherches sur 2017 et 2021, on voit qu'il y a des choses qui se ressemblent. L'idée de cette vidéo, ça va être d'aller voir les similitudes et les différences entre 2017, 2021 et le cycle qu'on a maintenant, pour essayer, sur les ressemblances, d'en tirer des conclusions sur ce qui peut se passer dans le futur, ou en tout cas des prévisions, des probabilités, et de comparer aussi ce qui est très différent, qui pourrait potentiellement venir contredire les thèses que j'ai sur cette année 2025, et qui pourrait mettre en péril la suite de ce bullrun. C'est pas une vidéo qui permet de dire est-ce que le bullrun est terminé, est-ce que le bullrun n'est pas terminé. Vous allez voir que je vais essayer de couvrir l'ensemble du spectre, en commençant par le plus large, la macro, la géopolitique, et en zoomant au fur et à mesure. Les fondamentaux de Bitcoin, la temporalité, la cyclicité. On est dans des situations qui sont compliquées, on est obligé de tout couvrir. L'idée, c'est de voir comment, historiquement, certains événements qui se ressemblent ou qui ne se ressemblent pas se sont déroulés dans le passé pour voir si on peut avoir des situations un peu différentes. Let's go, c'est parti. Tout dans ce marché est cyclique. Les saisons sont cycliques, les tendances sont cycliques, les envies sont cycliques et l'économie est cyclique. Le fameux business cycle qui dépend de la dette, le marché des cryptos est cyclique. C'est vraiment important de comprendre les mécanismes de cycle dans des cycles dans des cycles. D'ailleurs, cette charte, elle vient d'un livre exceptionnel qui s'appelle Principle for Dealing with a Changing World. Un pavé de 550 pages de Ray Dalio, mais qui est exceptionnel. Vraiment, lisez ce livre. Donc tout est cyclique. Et en plus sur les marchés, c'est souvent les mêmes patterns qui se répètent, qui sont liés à notre psychologie, nos émotions. Vous avez déjà forcément vu cette charte qui représente les émotions que rencontrent les investisseurs en fonction du prix et qui décrit un petit peu tous les patterns dans lesquels on passe quand on a un système un petit peu de bulle ou alors de cycle. Et donc je vois pas mal de gens qui disent ça sert à rien de regarder ce qui s'est passé avant parce que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et oui, c'est un fait. Par contre, négliger l'existence des cycles, c'est aussi une énorme erreur. En crypto, vous le savez, on a les cycles de 4 ans qui sont articulés autour d'un événement, le fameux halving de Bitcoin, et depuis 2009, on a eu 4 cycles complets avec 3 phases différentes dans chaque cycle. L'accumulation, le bull run, le bear market. On a des patterns qui se répètent encore, et la tendance est haussière à long terme. Bon, mon graphe, c'est un petit peu le bordel, mais on voit que depuis 2012, toutes les hausses sont précédées d'un événement, le fameux halving de Bitcoin, et en général, le top est atteint à peu près, ou en moyenne, 75 semaines après, depuis 2016. Donc si on suit ce pattern qui est, je vous rappelle, une statistique, rien de plus, avec les mêmes écarts bottom-top qu'on a eu au dernier cycle, on devrait, théoriquement, sur la base de ces statistiques, d'accord, il y a plein d'autres éléments qui prennent en compte, mais sur cette statistique-là, on devrait atteindre le top aux alentours de septembre-octobre 2025. Ça, évidemment, c'est en théorie. Sauf que, oui, on a des patterns qui se répètent, mais on a aussi des choses qui changent. Depuis les élections de Trump, on a eu plusieurs nouvelles très positives, la réserve stratégique aux États-Unis, la fameuse SEC qui change largement de politique et qui est beaucoup plus pro-crypto, mais le marché réagit pas. Tout est aligné. Pourtant, on n'a jamais eu autant d'incertitudes et on n'a jamais eu autant de peur à l'intérieur d'un marché haussier. Donc, c'est complètement normal de se demander si finalement le cycle actuel, il est globalement différent des précédents. Pour ça, il faut accepter une chose, c'est qu'on n'en sait absolument rien. On ne peut se baser que sur des faits passés et sur des théories sur la situation. Mais le marché va où il veut aller et on est obligé de s'adapter et de réagir par rapport à ça. Donc je vais prendre plein d'éléments que je vais comparer avec 2017 et 2021, la macro, on-chain, etc. pour voir si les choses sont sur cet aspect-là réellement différentes de 2024-2025. L'idée, c'est pas de faire une comparaison pure. L'idée, c'est de voir si on n'a pas des patterns qui peuvent nous permettre de tirer certaines conclusions ou alors certaines thèses pour la suite. D'accord ? Il faut évidemment pas baser ces analyses uniquement sur du rétro-engineering, du rétro-trading, mais on peut tirer quand même des trucs assez sympas. On va commencer avec la situation macro et prendre l'élément le plus important et la raison quasiment unique de pourquoi on regarde la macro au final, c'est de regarder si on va avoir ou pas et à quelle mesure de la liquidité. La liquidité, l'argent en circulation, le nouvel argent, vous appelez ça comme vous voulez, c'est ce qui englobe l'ensemble de l'analyse. Toutes nos analyses, le bilan de la Fed, les taux d'intérêt, l'inflation, etc., au final résultent sur toujours la même chose. Est-ce qu'on aura ou pas de la liquidité fraîche? Sans liquidité, on a beaucoup plus de mal à investir, donc les marchés sont moins soutenus à la hausse, il y a moins d'argent, c'est un fait. Donc, si on se concentre sur cette période-là, de 2020-2021 au dernier bull run, on était dans quelle situation? En 2020-2021, on est juste après la crise Covid, donc situation un peu spéciale, le bilan de la Fed augmente. Ça veut dire que la banque centrale achète des actifs financiers comme des obligations, des dettes gouvernementales, et on est dans une politique d'expansion économique. On veut rajouter de la liquidité dans le système, et ça se voit ici, on est dans une période d'injection énorme de liquidité. Pour ça, on va faire comment? On va acheter des obligations et en échange, on va créer de l'argent qu'on va injecter dans l'économie. C'est ce qu'on appelle du QE, du quantitative easing, de l'assouplissement quantitatif. C'était le Covid, donc forcément, on était dans une période
énorme d'assouplissement quantitatif et d'injection de liquidité. Donc la Fed a injecté beaucoup d'argent pour faire tenir le système qui était à l'arrêt. Et si on regarde, au final, ça a pris quand même un petit peu de temps dans le sens où on a eu le crash Covid, on a eu toute une session là d'injection de liquidité par la Fed et après, il y a le temps que cette liquidité se déverse quelques mois plus tard, à peu près 6-8 mois plus tard, où on a commencé une belle ascension sur Bitcoin jusqu'à avril 2021 pour le premier top et le système en double top qu'on a eu en novembre 2021. En plus de ça, en 2019-2020, l'inflation était largement sous contrôle, on était en dessous des objectifs de 2% de la Fed et forcément elle a explosé après l'impression monétaire et l'ajout de liquidité absolument énorme. Résultat de tout ça, eh ben, la liquidité augmente énormément. De l'argent frais est injecté, ça profite aux actifs à risque parce qu'on a aussi des taux d'intérêt qui sont assez faibles, qui sont même proches de zéro. Donc les agents économiques empruntent, ils investissent et Bitcoin en bénéficie. Et c'est comme ça qu'on a un petit peu propulsé le cycle de 2020-2021. Maintenant, si on prend la situation en 2016-2017, au cycle d'avant, elle était un petit peu différente. On était dans une période d'inflation en hausse. Donc la Fed a mis en place une politique bien différente dans cette zone. Elle a réduit son bilan. Ça veut dire qu'elle a laissé les obligations qu'elle avait achetées arriver à expiration et donc qu'elle a repris la liquidité qu'elle avait injectée sur le marché. Et quand la liquidité est dans la banque centrale, elle n'est pas dans l'économie mondiale, elle est dans la banque centrale qui est une entité un petit peu à part. Donc on avait moins de liquidité dans cette période-là. Donc on avait un programme de quantitative tightening, de resserrement quantitatif. Donc théoriquement, moins de liquidité dans le système, les actifs à risque qui n'en profitent pas énormément. Et pourtant, on a quand même eu un bull run extrêmement explosif dans cette zone-là qui s'est passé surtout en fin d'année. Pourtant, si on regarde, les taux d'intérêt n'ont fait que d'augmenter dans cette période-là. Donc on est dans une période où on a retiré la liquidité. Et donc la thèse de dire que il faut que la banque centrale baisse ses taux, qu'elle soit pas en quantitative tightening pour que Bitcoin monte, pour qu'on ait de plus en plus de liquidité dans le système, en 2017, ça a un peu été invalidé parce qu'on était dans une période où théoriquement on voulait resserrer l'économie. Et en fait, ça rejoint ce que je vous ai dit, c'est que oui, on fait des analyses sur les taux d'intérêt, le quantitative tightening, etc. Mais toutes les analyses sont toutes dirigées vers une chose, la liquidité. Et si on regarde dans cette période-là, de 2017, la liquidité, la charte bleue, elle a fait que d'augmenter. Mais du coup, pourquoi elle a quand même augmenté? Parce qu'on a baissé les taux d'intérêt, donc théoriquement, il y a moins d'argent qui est injecté dans le système. En fait, l'objectif du quantitative tightening à cette période-là, c'était un petit peu de normaliser toute la politique monétaire qu'on avait vue après la crise de 2008, en venant doucement retirer quelques liquidités du système pour pas qu'on ait un gros choc. Et en fait, quand la Fed commence à changer un petit peu sa politique, à augmenter un petit peu les taux d'intérêt, elle passe de taux d'intérêt à 0% à des taux d'intérêt à 1,5%. Donc ça reste extrêmement sain et extrêmement propice au crédit. Donc forcément, il y a des gens qui continuent d'emprunter. Il y a un crédit à 1,5%. J'aimerais beaucoup qu'on en ait aujourd'hui. Et donc, oui, on est dans une politique où on dit, ok, on va calmer tranquillement le truc, mais ça reste une politique expansionniste. On va avoir des nouveaux crédits, on va avoir de la nouvelle liquidité, et c'est pour ça qu'on a eu un bull run aussi explosif, parce qu'au final, on avait de la liquidité. Donc en soi, même si les situations macro étaient un petit peu différentes en 2017 et en 2020, on a quand même un schéma qui se répète, c'est le fait qu'on a eu une hausse de la global liquidity, de la liquidité mondiale. Et pour les actifs à risque, Bitcoin et surtout maintenant les altcoins, il nous faut deux choses. Il faut qu'on ait de la liquidité et il faut aussi qu'on ait des taux d'intérêt assez bas. Parce que le fait d'avoir des taux d'intérêt bas, ça fait que les investisseurs, les institutions, etc., elles relâchent un peu les épaules, ça va, on est bien, on n'est pas en stress, en flux tendu tout le temps. Et donc c'est là que la liquidité se déverse vers les actifs à risque. Ok, maintenant pour ce cycle, on est comment? Bon, après le Covid, l'inflation a explosé, vous vous en souvenez, on est passé à 11%, c'est des niveaux absolument records. La Fed, elle a dit hop, on va se calmer là. On va avoir une grosse politique de désinflation. Et comment on fait de la désinflation? On baisse les taux d'intérêt, parce que si on baisse les taux d'intérêt, on peut moins emprunter et l'argent est créé uniquement via des crédits. Donc la Fed, elle augmente ses taux et on passe de 0% à 5,5% en un an et demi. Énorme période de ralentissement économique, bear market pour Bitcoin. Et en plus de ce schéma de hausse des taux, on a eu la totale puisqu'on a eu le bon vieux quantitative tightening où la Fed a énormément réduit son bilan de plus de 10 trillions, ce qui est absolument énorme. Donc on a beaucoup moins de liquidités injectées. Donc logiquement, on devrait avoir moins d'argent en circulation et on est dans un schéma qui est un peu différent des derniers cycles parce que l'argent ne coule pas à flot comme c'était le cas en 2017 et en 2021. Et si on regarde la liquidité mondiale, oui, on a eu cette baisse jusqu'à fin 2022 qui marque aussi le bottom de Bitcoin, d'accord? On n'est pas dans notre petit monde, Bitcoin est corrélé à la liquidité mondiale, ça se voit sur cette charte, c'est assez fou. Et donc les charts sont corrélés. Je suis d'accord sur le fait que les performances passées présagent pas des performances futures, ok, mais par contre il y a des liens de cause à effet. Liquidité égale hausse des actifs à risque. C'est un fait, c'est le cas sur Bitcoin depuis plus de 10 ans et ça va continuer. Et donc aujourd'hui, on est dans un schéma d'augmentation de la liquidité mondiale qui augmente, vous voyez la M2 là qui passe 93, 94, 96, etc. Mais certes qui augmente un petit peu plus lentement. Mais du coup, si les taux d'intérêt font que d'augmenter et que la Fed réduit son bilan, pourquoi la liquidité mondiale elle augmente? Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a la Chine qui imprime énormément, il y a les crédits privés, vu que la banque centrale elle prête moins, on va emprunter vers des entités privées. On a un mécanisme qui s'appelle le reverse repo qui montre en gros toutes les opérations où la Fed vend temporairement des titres à des grosses institutions pour absorber leur excès de liquidité en leur versant un intérêt. En gros, c'est un outil qui va permettre à la Fed de retirer
temporairement le cash excédentaire du système financier. Donc plus la courbe de reverse repo elle augmente, plus la Fed elle absorbe les excès de liquidité en prenant du cash des institutions financières. Quand elle baisse, la liquidité elle revient tranquillement dans le système économique parce que les institutions récupèrent leur argent. Et on la voit à cette charte de reverse repo qui est un peu plus tardive que la charte de la liquidité mondiale. On voit qu'elle commence à changer un peu de tendance en 2023 et que là, le reverse repo se calme énormément. Donc la Fed ne ralentit plus l'économie avec ce système, beaucoup moins. Et c'est pour ça qu'on crée ce schéma un petit peu chelou où on est dans une situation de ralentissement économique, mais la liquidité continue d'augmenter, même si on nous a un petit peu fait croire le contraire avec les politiques qui ont été mises en place. Ce qu'il faut quand même relever, c'est que le reverse repo, il est plus faible qu'en 2023 parce qu'il a été vidé. Donc il va moins contribuer à l'augmentation de la liquidité globale. Donc pour voir une continuité de l'augmentation, ce qu'on veut maintenant, à l'instant T, actuellement, at the moment, c'est que la Fed baisse les taux. C'est vraiment ce qui nous manque. Le point commun de toutes les altcoins seasonnées, c'est des taux d'intérêt qui étaient bas. Que des taux d'intérêt bas, ça veut dire des actifs à risque qui performent parce qu'il y a plus de liquidité et qu'on a une sorte de courbe du risque de l'investissement. Ou quand on a les taux d'intérêt qui sont un peu hauts, on se place vers le top 7, on va sur du Nvidia, on va sur du Apple, etc. On va pas vers des altcoins. Et donc c'est vraiment l'élément qu'on attend cette année, c'est une baisse des taux d'intérêt. On a une inflation qui est théoriquement repassée sous les 2%, alors attention, il y a beaucoup de gens qui regardent le CPI, le Consumer Price Index, mais pour l'inflation, la Fed elle regarde pas ça, elle regarde le PCE, le Personal Consumption Expenditures, qui sort plus tard dans le mois, c'est pour ça qu'il est un petit peu moins hype, mais c'est ce que la Fed regarde parce qu'il est un peu plus flexible comme panier. Et donc le PCE, lui, il est en descente progressive, on a eu un deuxième petit coup de stress au mois de décembre quand il remontait, la Fed a mis quand même une belle alerte dans son discours, mais sur les 2 premiers mois de l'année, il est très bon, et il est tellement bon que la Fed a commencé à ralentir un petit peu sa politique de resserrement économique. Ils ont annoncé dans leur réunion du 18 mars, je sais plus, qu'ils allaient ralentir tranquillement le quantitative tightening. Donc en gros, là, ils laissaient 25 milliards de dollars par mois arriver à expiration, donc ils retiraient théoriquement ça. Là, ça va passer à 5 milliards pour potentiellement, ça par contre c'est des rumeurs, le stopper complètement dans l'année, ce qui serait très bon parce que ça enlèverait, comment on pourrait appeler ça, une sorte de pression baissière sur le prix. Donc on regarde les USA, mais dans les analyses macro, il faut commencer à de plus en plus, et ça va être le cas encore plus dans les 5-10 prochaines années, à regarder les copains d'à côté, la Chine. La Chine, elle a une politique extrêmement différente, elle baisse ses taux depuis 2022 et les taux sont actuellement à 3,1%. Derrière, on a le Japon qui a une politique un petit peu spéciale. C'est très personnel au Japon. Ils avaient des taux négatifs jusqu'à 2024, donc littéralement on vous donnait de l'argent pour emprunter et ils les ont augmentés à 0,5% actuellement, donc encore très faible. Donc d'un point de vue macro, est-ce que la situation est très différente? Oui et non. Il y a moins cette politique d'expansion économique qui était en 2017 le résultat des années d'avant de la crise de 2008 où on a voulu faire une grosse relance et on avait de l'argent un peu partout. J'ai déjà discuté avec des gens qui avaient des startups mais complètement claqués, qui disaient mais entre 2010 et 2020, tu pouvais lever 20 millions comme tu voulais sans problème, genre c'était trop facile. Et maintenant c'est plus dur de lever genre 1 ou 2 millions que 20 millions à cette période-là. On avait un afflux de liquidités qui était absolument débile et en 2021 on en avait un deuxième à cause de la crise Covid où on a voulu faire une grosse politique de relance. Donc sur cet aspect-là, la situation est différente, mais sur un autre aspect, elle l'est pas, dans le sens où on a une politique de rebond de la liquidité globale qui se rapproche des précédents de 2022. Donc ça a toujours, historiquement, été bénéfique pour le marché. Ce qu'on aimerait voir maintenant, c'est qu'on ait plus de liquidité américaine. La liquidité, elle provient beaucoup de la Chine en ce moment. On veut la Fed qui arrive et qui dise, bon les mecs, cette période de 2022, 2023 et un petit peu 2024, c'est fini. Maintenant, on va tranquillement stabiliser ça. On va descendre le taux d'intérêt. On a vu que l'inflation était bonne, on va essayer de relancer l'emploi, on va y aller tranquillement, mais ça va bien se passer. C'est ça, actuellement, je pense, qui nous manque, mais qui est objectivement en bonne route pour être mis en place. Même si on a des petits bâtons sur les tarifs, etc., on va le voir un petit peu après. Donc on a une tendance qui devrait continuer. Si on regarde les projections, on peut avoir entre 2 et 3 baisses des taux cette année, plutôt à partir du milieu de l'année. Donc je pense que les prochaines réunions vont être déterminantes, mais si on regarde la projection des taux d'intérêt dans un an, on est à 3,75%. Donc on aurait potentiellement 3 baisses des taux de 25 mois qui pourraient être extrêmement bons et qui nous amèneraient à des niveaux un peu plus propices aux actifs à risque. Et on le voit avec cette charte, la Hawkish-Dovish Index. Donc globalement, plus on monte vers le haut, plus ça veut dire que la Fed a un sentiment de politique restrictive pour l'économie, comme c'était le cas en 2023 quand on a eu la période de merde. Et on sent que là, tranquillement, on revient à des niveaux de stabilisation. L'idéal, ça serait qu'on soit tranquille d'un point de vue géopolitique pour que les choses puissent se passer correctement. Un autre élément hyper important à regarder, c'est la force du dollar. Globalement, plus le dollar est faible, plus les actifs stocks et crypto sont forts. Globalement, ici, vous le voyez en violet, on a le DXY ou le DXY, si vous arrivez à suivre l'anglais, qui mesure en gros la valeur du dollar par rapport à un panier de 6 devises étrangères. Donc plus c'est haut, plus le dollar est fort contre les devises et inversement. Ici, vous voyez qu'on est en 2016-2017, on a Trump 1.0 qui met en place des réformes, qui baisse les taxes, donc les particuliers entreprises ont plus d'argent, ils consomment. Sauf que le problème, c'est que derrière, ça a un impact et que ça a augmenté le déficit commercial. En 2017, la balance commerciale elle diminue, il y a plus d'importation que d'exportation, donc le dollar perd
de la valeur face à d'autres devises, comme les Américains consomment à l'étranger. Le dollar perd de la force. On avait les tensions commerciales avec la Chine, on commençait à avoir le début de la guerre tarifaire qui arrivait un peu plus tard en 2018, ça a fait bien crash le S&P, et on a eu une incertitude post-élection exactement comme ce qu'on a maintenant. La balance commerciale, elle diminue, le dollar perd en force, et le Bitcoin explose un petit peu après, plusieurs mois après même. Maintenant, 2020-2021, c'est Biden qui succède à Trump en janvier 2021, et surtout, c'est le Covid. Les USA lancent un plan de relance, ils impriment de l'argent, la dette explose, vous voyez ici avec la courbe bleue. Les exportations s'arrêtent, mais les importations diminuent beaucoup moins vite, donc la balance commerciale chute aussi, on le voit ici. Ça fait chuter le dollar, Bitcoin explose. 2024-2025, Trump 2.0 qui arrive et qui direct dès le début de match met la pression avec les tarifs. Grosse augmentation des taxes douanières sur Mexique, Canada et Chine qui crée beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peur. Est-ce qu'on aura de l'inflation? Est-ce que finalement la Fed va remonter les taux? Est-ce que c'est un problème? Il l'utilise comme un outil de négociation. L'objectif de Trump, c'est de réduire la force du dollar comme il l'a déjà fait en 2017. Il a déjà commencé, ça ralentit avec les tarifs, mais techniquement, les tarifs ne sont pas faits pour rester. Après, il faut quand même rester assez humble sur les analyses géopolitiques, on ne sait pas ce qui se passe derrière les rideaux. C'est possible que les tarifs restent, mais ça crée beaucoup d'incertitudes. Les médias relayent pas mal d'infos qui font peur, il y a pas mal de mauvaise compréhension des tarifs, ça va entraîner trop d'inflation, etc. C'est des notions qu'on a abordées en profondeur sur Crypto Recherche d'ailleurs, si vous voulez comprendre l'impact que ça peut avoir sur les marchés. Donc je rentre pas dans le détail, mais globalement, on est dans une situation qui est forcément différente de 2020, parce que on n'est plus en période Covid, ils vont pas lancer un plan de relance avec des milliards dès demain, il y a aucune raison de faire ça. Donc on a plutôt un scénario un peu qui ressemble à celui de 2017, où Trump veut baisser la force du dollar, il joue sur les tarifs pour les négociations, il y a des éléments quand même qui ressemblent, et on a un dollar qui baisse, ça profite aux actifs à risque, comme les actions et les cryptos, mais ça prend un petit peu de temps. Vous voyez la baisse du dollar qui a pris plusieurs mois à se répercuter, forcément, c'est un cycle de liquidité. Il y a aussi une grosse différence entre ce cycle de 2017 et celui de 2020, c'est que en 2017-2020, on était entre nous, là, entre crypto bros, tranquillou, à faire des conneries avec nos ICO et sur la Binance Smart Chain. Maintenant, on est sur un cycle qui est drivé par des big boys, des gros portefeuilles, des institutionnels, des gouvernements, des ETF, des sociétés, etc. En 2017-2018, on a eu la hype autour des ICO. Il n'y avait pas beaucoup, voire aucun financement institutionnel, sauf quelques petits acteurs internes au marché, comme les entreprises de mining, les exchanges, etc. Mais ça restait globalement entre copains. En 2020-2021, ça commençait à s'institutionnaliser avec des entreprises comme Tesla, qui commençaient à acheter du Bitcoin, comme MicroStrategy qui arrivait, des gouvernements comme le Salvador qui achetaient du Bitcoin. Et en 2024-2025, on a eu un énorme shift avec l'arrivée des ETF depuis 2024, une application des États-Unis, la création d'une réserve stratégique de Bitcoin. Techniquement, c'est ultra positif, ça évolue dans le bon sens. Ça veut dire que Bitcoin n'est plus une monnaie de hackers, les fonds, les gouvernements se positionnent. On a un gros contraste avec les cycles précédents. On n'a jamais eu autant de nouvelles positives d'un point de vue institution, mais on n'a jamais eu aussi autant d'attentes. Et les marchés financiers réagissent aux attentes. On peut avoir une économie qui est dégueulasse. Si elle est mieux que les attentes, on va avoir un pump sur les marchés. Parce que on est sur une économie et un marché qui ne se base que sur l'anticipation de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc si on anticipe que Trump, ça va être la folie, la réserve stratégique, on va avoir 150 000 pour un Bitcoin, il va même acheter des altcoins, ça va être une folie, forcément, il aurait pu hurler Bitcoin, voire BitConnect même, en arrivant à la Maison Blanche, ça aurait été quand même en dessous des attentes. Bitcoin, maintenant, est considéré comme un actif à part et ça apporte énormément de liquidité. Et il y a ce débat sur le marché des altcoins. Oui, il y a une fracture entre Bitcoin et les altcoins, mais surtout, on a parlé en début de vidéo, Bitcoin lead, donc Bitcoin est dépendant de la liquidité, et les altcoins sont aussi très dépendants des taux d'intérêt et de la liquidité. Donc en fait, se poser la question si les altcoins vont monter, c'est juste se poser la question si Bitcoin va continuer de monter ou pas, parce qu'on a un déversement de liquidité de Bitcoin vers les altcoins. Donc ouais, on a un schéma qui est bon, on a pas mal de nouvelles, mais du coup, ça change pas mal la structure du cycle. La demande de Bitcoin est beaucoup plus constante, elle est moins émotionnelle, donc ça allonge les phases d'accumulation. Bitcoin monte, on accumule pendant des semaines, des mois, cette période-là, putain. On se faisait chier, on faisait des live tech, on était 250, là c'était terrible, mais c'était marrant. Ensuite, capitulation, on commençait à se dire que Bitcoin ne monterait jamais, boum, montée en 1 mois, 2 mois, puis on remonte, puis période d'accumulation, capitulation, etc. Donc en fait, dans le cycle actuel, on a une sorte de capitulation par le temps sur les gros ranges, avec, quand plus personne n'y croit, une énorme montée. Et contrairement à 2017 où on avait une capitulation par le prix, où là par contre on avait des énormes corrections sur Bitcoin, des bons vieux 53% qui faisaient bien mal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est le cas sur les altcoins, mais c'était le cas sur le Bitcoin par exemple en 2021 et 2017. L'aspect plus négatif du marché crypto, c'est qu'on a une très mauvaise image des altcoins qui ont été renvoyés. Le même coin Trump, Melania, le regard argentin, etc. On a l'impression qu'ils se foutent un peu du marché en faisant ça. Il y a une sorte de... Je sais pas, Trump a drop son même coin,
Il a sorti, ça a eu une hype, il en a jamais reparlé et c'est terminé. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais là où ça avance vraiment bien pour le coup, c'est d'un côté régulation. En 2020-2021, la SEC a attaqué plusieurs projets. Il y avait le débat autour des securities, ça apportait pas mal d'incertitudes et le cadre réglementaire était juste pas prêt à accepter de nouvelles innovations, surtout pendant le mandat de Biden, où il y avait aussi la terreur Gary Gensler. Ce mec m'a trahi. Hein. J'ai suivi tous ses cours, je me suis dit, ce mec est un mec cool. Allez voir les cours du MIT de Gary Gensler. Franchement, il est presque bullish Bitcoin, il connaît bien son sujet, c'est trop bien. Ce mec m'a trahi. Bref. Et donc, on avait beaucoup de peurs qui sont mis en place. Et en 2025, ça change pas mal. Trump veut faire des États-Unis la nation leader en termes de crypto. Si vous voulez mon avis, je pense qu'il ne faut plus du tout se baser sur ce que dit Trump pour anticiper un quelconque mouvement de marché. Il a créé trop d'incertitudes et la confiance en ce qu'il dit a été complètement erronée et du coup n'entraîne plus de mouvement de marché parce que les gens ont trop peur de ce qui se passe. Mais c'est un fait. On a un assouplissement de la régulation US avec la SEC qui n'a plus Gary Gensler, qui a un énorme changement. Et je sais pas si vous avez vu, la SEC va mettre en place une série de réunions qui commence le vendredi 21 mars, donc a déjà commencé. Ils vont traiter tous les sujets. Ils ont genre 40 sujets, 40 tirés qui vont traiter pendant plein de réunions. Et l'objectif et le nom littéral de la réunion, c'est comment on en est arrivé là et comment on s'en sort. Donc il y a une vraie politique de prendre ce qui a mal été fait au précédent mandat et d'essayer un petit peu de concrètement comment est-ce qu'on régule mais sans stopper l'innovation. Et donc ça, l'aspect régulatoire est extrêmement bullish. Et vraiment, je le vois aussi en interne quand je discute avec des plateformes d'échange, etc. Les mecs bougent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus mobiles parce qu'ils sentent qu'il y a un truc qui est en train de se mettre en place. On se rend pas compte en interne sur les projets DeFi, sur les exchanges, comme la régulation bloque complètement l'innovation. C'est abusé. Donc l'intérêt institutionnel est beaucoup plus grand. Le cadre réglementaire, il commence à prendre forme aux États-Unis avec MiCA en Europe. C'est positif à long terme parce que ça booste l'innovation, ça booste les investissements, ça booste la croissance du secteur. On est dans le meilleur schéma de régulation de l'histoire des crypto-monnaies. Contrairement à 2017 ou 2021, on était des putains de hackers, des putains de mecs du darknet qui achetaient de la drogue ou des armes. Là, on est dans un schéma où le gendarme américain fait des réunions régulières pour savoir comment on régule tout ça. Donc c'est un beau bordel, mais c'est un bordel qui s'améliore vachement. Ok, on a fait la régulation, on a fait la macro, on va finir tout ça avec un petit point on-chain. L'objectif, c'est pas de faire une analyse de la situation, c'est de déterminer si, encore une fois, dans une analyse on-chain, dans cette niche de l'analyse, parce que l'analyse on-chain veut pas tout dire, Bitcoin est théoriquement, en fonction de ce qu'on voit, surévalué ou non. Donc on peut comparer le prix actuel de Bitcoin avec le prix auquel chaque Bitcoin ont été achetés pour la dernière fois. Ça, c'est le MVRV Z-score. Globalement, plus la charte violette est élevée, plus Bitcoin est surévalué, plus la charte violette est basse, plus Bitcoin est sous-évalué. Historiquement, on le voit ici et on le voit ici. Quand on se rapproche de 5, on commence à se rapprocher d'un top de marché en 2017 et en 2020-2021. Même si, il faut quand même prendre en compte aussi que là, le MVRV Z-score était beaucoup plus faible au deuxième top de Bitcoin. Pour l'instant, on n'est pas allé plus haut que 3,3. Le score, il est bien redescendu depuis le top local de janvier, donc il y a encore de la place sur cette data uniquement, d'accord, pour une jambe haussière, si on se base sur ces datas du passé. Il faut aussi prendre en compte que le MVRV Z-score va de moins en moins haut au fur et à mesure du cycle, donc cycle après cycle, la volatilité se contracte, c'est normal, donc c'est à surveiller, mais rien sur cette data qui est quand même intéressante n'indique d'adresse de surchauffe. Ici en violet, vous avez les adresses blockchain actives. Donc côté adresse active, on est à des niveaux catastrophiques de bottom de 2017 et 2020. Sauf que Bitcoin est entre 80 et 100K. Le prix, il est soutenu par un plus petit nombre d'acteurs qui ont des plus grosses convictions et ça c'est très positif pour la suite. Historiquement, quand on approche des 1 million d'actifs dans ces zones-là, on est proche d'un sommet, même si je pense que les adresses actives vont pas être un indicateur de top ou de quoi que ce soit pour la suite, peut-être pour une potentielle alt season à voir, mais pour le prix de Bitcoin ou même pour un top de marché, je suis pas hyper chaud d'utiliser les adresses actives. Ici avec cette charte, ce qu'on veut regarder, c'est le comportement historique des mineurs, la charte bleue, quand on s'approche d'un top de marché. Sur ce graphique, vous avez le pourcentage de gain ou de perte des mineurs, globalement. Au top de 2017, on était à 0,9, donc en gros, on avait un profit non réalisé de 90% sur l'ensemble des bitcoins minés par l'ensemble des compagnies minières. En 2021, on était autour des 80%, donc 80% des gens qui minaient étaient en profit. Pour ce cycle, on n'est pas monté au-dessus des 55%, et c'était en décembre 2024. C'est bien, mais c'est encore raisonnable par rapport à ce qui se passe historiquement. Et en plus de ça, une news qui me rend très bullish, c'est que les compagnies minières comme Mara, elles lèvent des fonds. Du coup, ça montre que elles ont pas spécialement peur du prix actuel et elles veulent investir pour miner encore plus de Bitcoin. C'est quand même une data intéressante, sachant qu'on a déjà atteint les 100 000 sur Bitcoin. Bon après, l'idée de tout ça, c'est pas non plus de trouver les indicateurs on-chain qui m'arrangent, parce que je pense que Bitcoin va monter cette année, et d'éviter tous les indicateurs qui me posent problème. Donc il y a quand même pas mal de mesures, et il y a certains signes qui nous montrent
qu'on est déjà bien avancé dans le cycle en fonction de ces data on-chain. Les data on-chain toutes seules, ça peut très très vite être de la branlette intellectuelle. Je pense que la macro, la liquidité, ça fait genre 80% de l'analyse et on peut saupoudrer de data on-chain. Mais juste se baser sur les data on-chain, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai qu'il y a des data on-chain qui sont un peu inquiétantes. Ici, par exemple, on a les hodl waves. En gros, on mesure la répartition des bitcoins selon leur durée de détention. Ça peut être 24 heures, 6 mois, vous le voyez en bas, une semaine, un mois, etc. Ce que je veux voir, c'est le comportement des holders long terme, donc ont des bitcoins depuis plus de 155 jours. Dans les précédents cycles, on voit que la courbe baisse plus on avance dans les cycles et on commence à remonter quand on part en bear market. Pour ce cycle, la courbe a commencé à baisser en fin 2024. Les holders long terme ont commencé à déplacer des bitcoins. Et j'entends beaucoup cet argument de les holders long terme vendent, donc c'est un problème. Le truc, c'est que regardez, la charte bleue, c'est les holders long terme, la charte noire, c'est la courbe de bitcoin. Et il y a pas mal de gens qui commencent à dire, oui, les holders long terme vendent, les gens commencent à paniquer. Sauf que historiquement, si on regarde, les holders long terme, c'est juste une conséquence du prix de bitcoin. Le prix de bitcoin bouge, donc les holders long terme réagissent. Pourquoi ? Parce que c'est des entités qui sont très rationnelles. Et elles réagissent en fonction de si Bitcoin monte, elles vont prendre des profits, donc elles vont commencer à vendre, on le voit ici, Bitcoin monte et la charte des holders long terme diminue, ils prennent des profits, et quand Bitcoin redescend, ils commencent à réaccumuler. Sauf que dire les holders long terme vendent, donc c'est un problème pour le prix de Bitcoin, c'est un peu comme dire le thermomètre monte, donc la température augmente. C'est faux. Le thermomètre, c'est une fonction de la température. La température augmente, donc le thermomètre monte. Et là, c'est pareil. C'est pas les holders long terme vendent, donc le prix de Bitcoin réagit. C'est le prix de Bitcoin monte, les holders long terme vendent. C'est une fonction du prix de Bitcoin. Et donc en fait, cette charte, je l'ai beaucoup vue. Les holders long terme, ce n'est pas un indicateur de quoi que ce soit. C'est juste une conséquence du prix de Bitcoin. Ce ne sont pas eux qui sont responsables des mécanismes de Bitcoin. Et en fait, c'est plus une data de bear market en disant, regardez, les holders long terme vendent. Bah oui, mais non, ça n'a aucun sens. Je passe assez vite sur l'analyse on-chain parce qu'en fait, dans des périodes de baisse, l'analyse on-chain, bah, elle n'a pas vraiment de sens. En fait, c'est tout baisse, mais on peut trop vite tomber dans une sorte de surinterprétation un peu inutile. On peut aussi regarder où est-ce qu'on en est d'un point de vue temporel. Si on prend les dates des événements importants, comme le halving, les élections et le bottom, et on calcule combien de temps il y a eu entre ces événements et le top de leur cycle respectif, sur 2021 et 2017, on voit qu'en 2021, on devrait théoriquement, sur cette data-là, encore une fois, atteindre le top en mars-avril. Donc c'est potentiellement bientôt fini si on suit cette date temporelle. Par contre, si on prend 2017, on a un écart beaucoup plus long entre les événements et on aurait une fin de bull run fin 2025. Il faut quand même garder en tête une chose, c'est que tous les ATH de Bitcoin, tous sans exception, sur le cycle, se sont faits à la fin de l'année, en 2012, en 2017, en 2021, tous. Si on regarde un peu les performances des cycles de Bitcoin depuis le bottom, vous voyez que nous on a la petite charte vert-bleu là tout en bas, on voit qu'on était jusqu'au jour 800 depuis le bottom, à peu près dans la même ligne, et que là par contre, on a pas mal dévissé. Si on regarde les performances de Bitcoin depuis le halving par rapport au précédent cycle, on a la petite charte rouge là, on voit que on est quand même dans une zone où on commence à dévisser depuis plusieurs semaines, et les performances commence à se décorréler des anciens cycles. Encore une fois, c'est une data à prendre en compte dans une analyse globale, mais ça veut pas tout dire. Pourquoi je dis que ça veut pas tout dire? Parce que regardez, là j'ai fait un petit zoom, et regardez la charte verte, c'est la charte de 2021. Imaginons qu'on est en 2021 là, on est au milieu de l'année, et on analyse un peu ce qui s'est passé. Donc on regarde un peu l'évolution des chartes, on voit, ok, on a super bien surperformé ce qui s'est passé en 2017, on a fait un ATH, et là on est en train de complètement se décorréler des autres. Si on regarde juste cette charte, en étant très honnête, on est complètement en bear market à ce moment-là. Pourtant, si on regarde la charte, on a eu un double top. C'est pour ça que les analyses comme ça sont compliquées à prendre en compte toutes seules. C'est que, ouais, la charte rouge là, c'est un peu chaud. Mais la charte verte là, c'était chaud. Et on était dans le même schéma, hein. C'est-à-dire ATH, redescente. Dans cette période-là, là, de l'été 2021, on pensait tous qu'on allait avoir un bear market. J'étais dégoûté. Tout le monde était dégoûté. Il y avait une ambiance vraiment un peu comme celle-là. Et au final, on l'a pas trop vu venir et on a eu un double top. Et je me rappelle dans cette période-là, on était dans une ambiance sur les réseaux, sur YouTube, etc. où c'était plus du tout la mode d'être bullish. Tu te faisais démonter. Il y a des modes sur les réseaux, etc. Quand t'es bullish à un certain moment et que suffisamment de monde sont bullish, les gens sont d'accord avec toi. Par contre, quand t'es bearish, les gens commencent à t'insulter, à te démonter. Et là, c'est pareil. C'était la mode d'être bearish. C'était la mode de dire on est en bear market. Et les gens qui disaient non, je ne pense pas qu'on soit en bear market, on risque d'avoir un double top, se faisaient insulter, que c'était dangereux, machin. Évidemment que la situation va pas forcément se reproduire. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces périodes-là, le marché nous a complètement surpris et il peut encore nous surprendre dans cette période-là. Donc oui, on est en retard par rapport aux autres cycles, mais on a vu que historiquement, ça pouvait ne pas vouloir dire grand-chose, sachant qu'on a quand même que 4 cycles. Le cycle bleu est quand même très différent des autres, donc si on regarde que ces 3 cycles-là, on n'est pas non plus dans un cycle extrêmement différent de tout ce qui se passe, d'un point de vue temporel. Bon, il nous reste 3 charts, je crois, regardez. Cette vidéo est longue, hein, elle était pas censée être aussi longue du tout les mecs. Mais en fait, on est dans des situations où on peut pas juste analyser un élément de manière isolée, on doit tout prendre en compte pour essayer d'être en capacité de remettre en cause ses thèses et ses idées, ou de voir un petit peu dans quelle situation on est, parce que c'est trop facile d'être bullish quand tout le monde est bullish et d'être bearish quand tout le monde est bearish. C'est des situations qui sont complexes, il y a trop d'éléments qui rentrent en compte, on doit
tout prendre en compte. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire, c'est vous apporter la vue d'ensemble la plus claire possible. Et je rappelle quand même un truc, parce qu'on est dans des périodes où les altcoins baissent, certaines thèses se réalisent pas, Solana baisse, etc. Je voulais juste remercier tous ceux qui ont continué de soutenir ce qui se passait. C'est des périodes qui sont difficiles quand on crée du contenu, quand on essaie de se mouiller, qu'on essaie de donner ses thèses, parce que forcément, les gens peuvent chercher une cible quand les choses se passent pas comme prévu. Et forcément, quand tu t'exposes et tu donnes le bâton pour te faire battre. J'en avais parlé quand tout montait, je savais que ça allait avoir des répercussions. Et je voulais juste vous dire que dans toutes les vidéos, je fais de mon mieux, mais je suis pas infaillible, et j'essaie juste de vous donner le contenu de la meilleure qualité possible. La dominance de Bitcoin. La dominance, c'est les parts de marché de la capitalisation de Bitcoin par rapport aux altcoins. Au dernier cycle, on a un schéma où Bitcoin reçoit toute la liquidité pendant plusieurs semaines, la dominance reste très haute, et ensuite, d'un coup, et c'est vraiment marquant, on a un ruissellement, on a la fameuse alt season, et d'un coup, la liquidité arrive vers les altcoins. La dominance, elle chute, elle se fait démonter, elle passe de 60 à 30%, 30-40% plutôt, l'euphorie elle est au max, les altcoins explosent. Et on le voit vraiment bien, regardez, Bitcoin en orange, il atteint son top avant les altcoins, la charte violette, qui eux l'ont à peu près un mois après. Donc les gains sur les altcoins se font sur une toute petite période de temps. Il y a pas mal de gens qui parlent d'une différence avec le cycle actuel, où avant, il y avait ce système où la liquidité arrivait sur Bitcoin, puis sur Ether, ensuite sur les grosses capitalisations, puis sur les altcoins. Et il y a cette charte, qui est la charte de Mourad, qui est le gars qui avait fait la conférence sur les mêmes coins, quasiment au top de la bulle, c'est que il n'y a plus d'altcoins, tout le monde s'en fout, la liquidité elle va de Bitcoin, ensuite elle va sur Sol, ensuite elle va sur Doge, et ensuite elle va sur les mêmes coins. Donc les mêmes coins are the new altcoin. Donc théoriquement, les leaders de narratif ne tiennent pas leur prix. Et c'est un fait, on le voit ici. Bitcoin maintient ses performances, mais le reste du marché ne tient plus. Et c'est un truc qui n'arrivait pas avant objectivement. Si on regarde ici, la charte violette, les altcoins, la charte jaune, Bitcoin, dans notre cycle actuel, on a la liquidité comme on l'a vu avec la macro, mais la rotation elle a pas mal changé. En partie dû à l'arrivée des ETF, qui conservent un petit peu d'argent sur Bitcoin. On a des grosses capitulations par le temps sur Bitcoin, pendant que les altcoins se font globalement déglinguer. Je pense que c'est en grande partie dû à cette question de taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont très hauts, et donc la liquidité, le sentiment de marché n'est pas du tout sur les altcoins. Et ce qui me fait vraiment dire ça, c'est cette charte. Regardez, en bleu vous avez les altcoins, en rose, vous avez le Russell 2000. 2000 low cap stocks, donc sur le marché des actions. Regardez comme les charts sont pareils. Et là, on le voit bien que les low cap sont très dépendants de la situation macro. Et même les altcoins. On a tendance à penser que les altcoins sont un peu dans un monde à part, le monde des altcoins à l'intérieur du monde de la crypto. Mais non, les altcoins sont dans la niche, dans le tiroir, dans la catégorie, dans l'étiquette, ce que vous voulez, des low cap, des actifs à risque. C'est un fait, on le voit ici, ils sont tout aussi dépendants que le Russell des liquidités et donc de la situation macro. Et on le voit bien, regardez, d'un point de vue de liquidités qui sont allouées proportionnellement au Russell qui est beaucoup plus gros que le marché des altcoins, que d'un point de vue proportionnel, ce sont les mêmes liquidités, c'est le même type d'allocation qui est extrêmement dépendant des taux d'intérêt, de la macro, etc. Et qui montre que dans ce schéma-là, pour l'instant, on est encore très dépendant des taux d'intérêt. Donc 40 minutes de pavé et d'analyse, tout ça pourquoi ? Tout ça pour cette charte. Globalement, le marché est toujours cyclique. Les mêmes facteurs se répètent encore, même si l'arrivée des institutions a quand même pas mal bouleversé la structure du cycle. Donc oui, il y a des changements. La macro est différente, on a beaucoup d'incertitudes en surface, mais quand on creuse, quand on regarde un peu l'année 2025, la liquidité globale augmente. On voulait un dollar qui perd de la force, on l'a eu. On voulait une réserve stratégique, on l'a eu. La Fed est en train de diminuer son quantitative tightening, donc de tranquillement commencer à dire ok, on n'a plus besoin d'avoir un resserrement économique, on va commencer à réfléchir à une baisse des taux qui pourrait largement arriver en 2025. On est dans une régulation qui est très bonne, et surtout on n'a jamais eu autant de bonnes nouvelles. Les ETF, la réserve stratégique, l'adoption du gouvernement, etc. Et j'entends beaucoup cet argument qui est oui, mais là on a passé tous les moments où on pouvait avoir un événement qui propulse Bitcoin et il n'y a plus d'événements qui vont propulser Bitcoin et les crypto-monnaies. Je vois pas comment Bitcoin monte avec les prochains événements qui arrivent. Sauf que, en fait, les événements qui font monter Bitcoin, l'investiture de Trump, la réserve stratégique, le meme coin, etc., ça crée une sorte de mini pump and dump, une sorte de mini bulle qui au final crée des attentes tellement hautes qu'on n'arrive jamais à les surpasser et qui n'engendre que des déceptions. Et j'ai l'impression que ce schéma où justement maintenant on n'a plus d'événements charnières que tout le marché attend, ça permet d'avoir un peu plus de liberté, de laisser le marché un peu souffler et d'avoir une mécanique de déversement de la liquidité beaucoup plus propre. On n'a pas besoin d'avoir des grosses news pour faire monter un marché. En 2017, il n'y en avait pas. En 2021, il n'y en avait pas. Là, on a mieux, on a un cadre de régulation. Donc forcément, il n'y a pas de réponse oui ou non à est-ce que ce cycle est différent des autres. Il y a des éléments qui se ressemblent et ça, il faut le prendre en compte et regarder historiquement quelles ont été les conséquences de ces événements qui se ressemblent, et il y a des événements qui sont très différents et qui naviguent un peu en terrain connu. Le gros point d'interrogation pour 2025, c'est le marché des altcoins, qui, comme tous les actifs à risque et les low cap,
pour l'instant, souffre. On va avoir besoin de débloquer certaines situations, la géopolitique et la macro, pour voir si le marché des altcoins peut commencer à bénéficier des liquidités qui arrivent sur Bitcoin. Clairement, il faut être honnête, la thèse que j'avais de Bitcoin et les crypto-monnaies qui montent en mars, avril, mai est en train de s'invalider. C'est un fait et il faut savoir reconnaître quand on s'est trompé. Donc je me suis trompé sur ça, même s'il reste avril et mai et qu'on peut quand même avoir des surprises un peu sorties de nulle part. Après, j'ai envie de voir ce qui va se passer en 2025 parce que honnêtement, oui, le marché est dégueulasse, oui, les altcoins baissent, oui, nos portefeuilles souffrent, c'est un fait, mais j'ai quand même envie de voir les conséquences de toute cette situation et cette configuration qui est en train de se mettre en place, parce que je pense que 2025 peut être une très très bonne année, et que si tout s'imbrique proprement, il peut se passer des choses vraiment cool. Je vais continuer de vous faire des suivis de marché, de vous donner le maximum de ce que je peux faire pour vous tenir informé un peu de la situation. Il n'y a pas de blanc ou noir, personne ne sait ce qui va se passer, j'essaie juste de vous donner mes idées avec les informations que j'ai. Merci beaucoup, c'était Eril, prenez soin de vous, ciao les potes.